Au revoir. Salut François-Xavier. Salut Valérie. Ça va? Ça va et toi? Oui, merci. Ah, Bonjour à tous. Bonne journée. tutoiement et serrage de main. Il a fallu attendre la fin de cette émission pour qu'il y ait une telle interaction entre vous, François-Xavier Bellamy, la candidate de la majorité. Certains en tireront peut-être des conséquences politiques. Oh bah non, c'est très malheureux parce que la vérité c'est que je crois qu'on peut être opposé politiquement et avec Valérie Hayer on est très opposés politiquement et pourtant se respecter, se parler, ça s'appelle la démocratie en fait. Bonjour donc. Bonjour. François-Xavier Bellamy, dans notre sondage est là pour BFM TV et La Tribune, vous êtes en difficulté, 6,5%, c'est-à-dire en dessous du score que vous faisiez en 2019. On vous a vu tout au long de cette campagne faire ce qu'on appelle des coups. Devant Sciences Po, après le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Certains disent que vous êtes un peu sorti du costume de bon élève. Visiblement, ça ne suffit pas quand on regarde les sondages. Bon, les sondages sont les sondages. Les Français jugeront. Le seul sondage important, c'est l'élection qui a lieu dans une semaine. Moi, je vais partout en France et sur le terrain, je vois à quel point aujourd'hui, les Français sont en train de s'engager dans cette élection européenne. Et aujourd'hui, ma conviction, c'est que nous sommes la seule liste capable de les représenter demain au Parlement européen, dans la droite européenne, dans la famille politique à laquelle nous appartenons, qui va devenir la première force politique en Europe. C'est ça le vrai enjeu de cette élection. Moi, je ne doute pas un instant que les Français vont comprendre la question qui leur est posée. Le sujet n'est pas la répétition d'un éternel deuxième tour entre M. Macron et Mme Le Pen. Le sujet, c'est celui de qui va défendre les Français demain au Parlement européen. François-Xavier Bellamy, l'ancien président Nicolas Sarkozy, a dit dans les colonnes du Figaro avoir beaucoup de sympathie à votre égard. Bon point. Moins bon point, il ne révèle pas son vote. Je ne suis pas sûr que ça penche en votre faveur. Ouvrez les guillemets, le rétrécissement de notre famille, donc la droite, est un contresens politique autant qu'historique. Est-ce que vous espérez quand même avoir son vote à Nicolas Sarkozy? Moi, je respecte le fait que le président de la République, un ancien président de la République, ne souhaite pas s'engager dans la politique électorale et dire pour qui il votera. C'est un coup dur quand même, c'est une autorité morale à droite. Bon, vous savez, on a un désaccord de fond avec Nicolas Sarkozy qui, depuis des années, pense que nous devrions nous allier avec Emmanuel Macron. Ouais. Donc voilà, encore une fois, je respecte la diversité des opinions. Ce que je crois aujourd'hui fondamental, c'est que nous arrivions à reconstruire la droite qui, demain, constituera l'alternance pour le pays et l'espérance dont la France a tellement besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est pour nous d'écrire cette nouvelle page. Nous n'avons pas à être, d'une certaine manière, en permanence... dans la répétition de ce travail effectué au cours des années passées. Je ne suis pas là non plus pour distribuer les mauvais points ou pour faire un droit d'inventaire perpétuel. Ce qui compte pour moi, c'est d'écrire l'avenir de la droite française, parce que cet avenir, c'est l'avenir de la France. Sans Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, il a de toute façon quitté la politique électorale. Et encore une fois, je respecte parfaitement le choix qu'il fait de ne pas s'engager dans cette élection européenne. François-Xavier Bellamy, je vous pose la même question qu'à Raphaël Glucksmann en tout début d'émission. Vous avez passé votre campagne à expliquer, et vous le dites il y a un instant, qu'il faut sortir du clivage qu'essaye d'instaurer la majorité présidentielle, à savoir l'idée que ce serait un face-à-face entre les populistes et ceux qui défendent l'Europe. Vous mettez en avant le clivage gauche-droite qui existe au Parlement européen. Sauf que quand on regarde les votes de votre parti à l'échelle européenne, le Parti populaire européen, ils soutiennent le pacte asile-immigration que vous contestez. Une partie de notre formation politique. Importante. Sur les traités de libre-échange, vous les fustigez, eux les soutiennent. Mais comme les socialistes Absolument, européens. mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai posé la même question à Raphaël Glucksmann, avec la même contradiction. Est-ce qu'au fond, vous ne trompez pas vos électeurs en disant « je porte un certain nombre d'idées qui... quand je siège au Parlement européen, ne sont pas celles du groupe avec qui je siège. » Mais les idées que je porte dans cette campagne sont celles que j'ai défendues pendant 5 ans au Parlement européen et que je continuerai de au sein du Parti populaire européen. Mais qu'est-ce que c'est que l'Europe, Benjamin Duhamel? Je crois qu'il faut que tout le monde le comprenne. L'Europe, c'est le miracle d'une réconciliation entre des pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles. Et cette réconciliation fait que nous sommes devenus des pays amis. Mais comme entre tous les amis, il arrive de s'engueuler. On n'est pas d'accord sur tout. Et on a des divergences. Et ce qui compte, ceux qui gagnent sont ceux qui se battent. Ceux qui gagnent sont ceux qui gagnent, François-Xavier Bellamy. Non, mais pas seulement. C'est aussi l'influence, c'est aussi la présence, c'est la détermination, c'est le courage, c'est le fait d'être là matin, midi et soir et la nuit quand il le faut pour faire entendre la voix des Français. Et le grand drame au Parlement européen, c'est que vous avez les 2 formations politiques qui sont arrivées en tête à la dernière élection européenne. Les macronistes sont arrivés 2e. Et leur obsession, c'est, pour montrer qu'ils sont européens, d'oublier qu'ils sont français. Quand j'ai défendu, par exemple, des amendements que j'ai déposés pour protéger l'énergie nucléaire, qui était attaquée par la Commission européenne et qui était exclue des politiques européennes. Quand j'ai déposé un amendement pour que le nucléaire français puisse bénéficier des 210 milliards d'euros du fonds REPowerEU, les députés macronistes ont voté contre mes amendements. Pourquoi ?
Ils me l'ont expliqué après en disant, mais défendre le nucléaire, c'est un peu trop français. Sur le nucléaire, très bien, mais par exemple, sur le pacte Non, mais pardon, je termine juste mon raisonnement. Défendre le nucléaire, c'est un peu trop français. Mais moi, je suis au Parlement européen pour défendre les Français et pour faire entendre la voix des Français. Et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui, il ne faut pas l'oublier quand même, a gagné la dernière élection européenne. Ils sont arrivés premiers. Les Français leur ont fait confiance. Et pendant 5 ans, ils ont été aux abonnés absents. Avec les 8 députés de ma formation politique, au sein du PPE, nous avons mené le combat tous les jours pour faire entendre la voix des Français. Et oui, c'est vrai, nous avons parfois des désaccords avec des pays européens forts, importants, avec lesquels il faut engager les bras de fer nécessaires. Quand le chancelier allemand est venu au Parlement européen, j'ai eu l'occasion de lui dire, en face, les yeux dans les yeux, les divergences qui existent aujourd'hui entre notre pays et l'Allemagne. Sur la question migratoire en particulier, nous avons des désaccords. Et je crois que le sujet de cette élection européenne, c'est d'envoyer demain au Parlement européen le plus de députés de combat. Parce que c'est bien de dire des choses pendant les campagnes, c'est mieux de faire en sorte qu'elles soient entendues pendant 5 ans. Sur l'Ukraine, François-Xavier Bellamy, après la France, l'Allemagne et les États-Unis ont autorisé les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des bases militaires en Russie d'où sont tirés des missiles. Est-ce que vous soutenez cette idée? Est-ce qu'il faut autoriser les Ukrainiens à utiliser ces armes occidentales, même s'il s'agit de frapper des bases militaires en Russie? Vous savez, aujourd'hui, je crois que notre premier devoir, c'est de garantir que nous apportons aux Ukrainiens le soutien matériel dont ils ont besoin. Et la France, de ce point de vue-là, est malheureusement très en retard. Mais ce n'est pas la question que je vous pose. Ben oui, mais c'est quand même ma réponse. Oui, mais ce n'est pas la question que je vous pose. Oui, mais c'est quand même ma réponse. Est-ce qu'il faut autoriser les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des bases militaires en Russie? Vous savez très bien d'où vient votre question. C'est-à-dire que le président de la République, qui passe son temps, parce qu'il n'est pas à la hauteur sur l'aide concrète que nous devons aux Ukrainiens aujourd'hui, le président de la République passe son temps à lancer des débats dans l'actualité. Il y a eu le sujet de l'envoi des... C'est une demande des Ukrainiens qui disent, le patron de l'OTAN l'a dit, les Allemands, les États-Unis ont suivi, les Ukrainiens demandaient à pouvoir utiliser des armes occidentales pour frapper des bases militaires en Russie. Mais il faut les autoriser à le faire? La première demande des Ukrainiens, c'est qu'on leur livre les armes, les matériels, les munitions dont ils ont... répondre à cette question? Non, mais moi, je suis plutôt défavorable à cette idée, mais je vous redis, ma première réponse, c'est que notre devoir, c'est d'apporter concrètement aux Ukrainiens... de pouvoir frapper des bases militaires? Parce que je crois que le premier sujet pour nous, c'est de garantir que l'Ukraine ait les moyens de se défendre. Et se défendre, ça veut dire aujourd'hui... J'ai été avec le général Gomard, qui est le numéro 3 de notre liste, qui est l'ancien patron des forces spéciales françaises, visiter une usine d'armement, il y a quelques semaines, qui fabrique des véhicules blindés. C'est des véhicules qui sauvent des vies en Ukraine tous les jours sur le terrain. Et aujourd'hui, les gens qui font tourner cette usine nous disaient... On aimerait bien passer au 2.8, au 3.8, on aimerait bien travailler plus, on aimerait bien produire plus, mais on n'a pas reçu les commandes. L'État ne nous a pas demandé de produire. Mais vous dites non au fait de pouvoir frapper ces bases en Russie, alors même que c'est ce que demandent aussi les Ukrainiens, pour la bonne et simple raison qu'il faut pouvoir intercepter des missiles qui, par exemple, peuvent tomber sur la ville de Kharkiv. Ça, le soutien aux Ukrainiens, oui, mais jusqu'à ce point-là. Mais cette interception, elle ne suppose pas d'avoir des armes qui frappent le sol russe. En tous les cas, le premier sujet, on peut avoir des désaccords là-dessus, mais le premier vrai grand sujet, c'est est-ce que nous sommes à la hauteur sur le plan du soutien matériel dont les Ukrainiens ont besoin. François-Xavier Bellamy, jeudi, votre parti, les Républicains, a publié ce tweet en référence à un article de Valeurs Actuelles qui évoquait la liste de biens à restituer par la France demandée par l'Algérie. Tweet où est écrit « Il faut tout reprendre », c'est ce qu'on voit sur le visuel, criminels, délinquants, OQTF, obligation de quitter le territoire français, avec ce hashtag, comme on dit, 1, 2, 3, qui fait référence au slogan 1, 2, 3, viva l'Algérie, avec un petit avion juste à côté. Vous qui êtes prof de philosophie, le niveau est tombé bien bas là, hein, non ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soit ça qui vous étonne. J'aurais certainement pas fait le même message, c'est pas forcément le style de message politique auquel je crois, mais ce qui me choque vraiment, moi, c'est pas un tweet, c'est la politique de l'Algérie. J'étais il y a quelques jours visiter un centre de rétention administrative à Vincennes, tout près de Paris. Les policiers qui y travaillent disent aujourd'hui qu'il est très difficile de reconduire en Algérie des gens qui sont rentrés illégalement sur le sol français, qui ont commis en France des crimes et des délits, et que l'Algérie refuse de reprendre, alors que ce sont ses propres ressortissants. Et ça, c'est des milliers de cas chaque année, dit le ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui me choque, c'est pas un tweet. Donc, ce qui me choque, c'est ça. Il n'a pas été retiré, d'ailleurs. Non, mais encore une fois, c'est pas... J'aurais certainement pas exprimé les choses de cette manière-là. Vous avez vu ce qu'a dit Xavier Bertrand sur ce tweet. C'est pas exactement un gauchiste, hein, Xavier Bertrand. Il a condamné ce tweet qu'il qualifie, je cite, d'indigne. Non, mais je le redis, on peut en parler autant que vous voulez, je crois pas que ce soit ce qui intéresse les Français. Au-delà de l'aspect, effectivement... Mais attendez, mais la question, c'est votre différence avec le Rassemblement National. Si le Rassemblement National avait fait ce tweet, on aurait peut-être entendu certains chez vous, républicains, dire « Regardez cette façon de pointer du doigt un pays, des ressortissants algériens ».
Quand on voit ce tweet, on se pose la question de la différence qu'il peut y avoir entre la droite dite républicaine et le Rassemblement national. Pardon, Benjamin Duhamel, mais qu'est-ce qui fait monter le Rassemblement national, sinon le fait qu'on refuse de dire les choses? Je ne les aurais pas dit comme ça, encore une fois, je le redis, mais la vérité, c'est que ce qui me choque, je le répète, c'est pas une communication comme ça là, ce qui me choque, c'est que l'Algérie ait ajouté un couplet à son hymne national qui menace directement la France. Ce qui me choque, c'est que vous ayez aujourd'hui un régime algérien qui alimente la haine de la France, y compris sur notre sol. Et ce qui me choque, pour finir, Benjamin Duhamel, c'est qu'on ait aujourd'hui un président de la République qui a joué à ce jeu-là, en expliquant que la France avait été coupable de crimes contre l'humanité en Algérie. Déclaration qui date de 2017, sur laquelle il était revenu dans la foulée, d'ailleurs. Pardon, mais c'est quand même une déclaration qui reste pour moi un des moments où je me suis dit que le macronisme était et ne pouvait être qu'une impasse politique. Parce que je le dis, et vous me parliez de la philosophie, j'ai été prof de philo. J'ai enseigné dans des quartiers où vous avez une majorité de jeunes qui sont d'origine immigrée. Eh bien, quand un responsable politique de premier plan emploie des mots comme cela, c'est pas seulement l'histoire qui l'insulte, c'est aussi l'avenir. Parce que si on veut réussir le travail d'assimilation qui est aujourd'hui nécessaire pour reconstruire l'unité de nos pays, si on veut faire en sorte que tous les jeunes Français qui grandissent en France se sentent pleinement français, on n'a pas le droit de laisser l'Algérie et de jouer avec l'Algérie à ce jeu de la fracture mémorielle qui aujourd'hui est en train de mettre en danger l'unité nationale que nous avons besoin de reconstruire par tous les moyens possibles. Pour terminer, il nous reste peu de temps. Ces derniers jours, la possibilité d'un accord entre la droite et le gouvernement a ressurgi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, étant même cité comme possible Premier ministre, lui-même interrogé sur les conséquences du scrutin européen, il a répondu de façon assez elliptique. Ouvrez les guillemets, il faudra bien qu'on apporte une réponse. Est-ce que ça veut dire qu'en votant Bellamy, on vote peut-être pour le parti du futur Premier ministre d'Emmanuel Macron? Vous plaisantez ou quoi? Je plaisante pas, mais quand je vois la façon dont Gérard Larcher ne balaye pas tout cela d'un revers de main, je me pose la question. Ça veut dire quoi? Il faudra bien qu'on apporte une réponse. Oui, la France traverse une crise démocratique. Et moi, je partage ce que disait Gérard Larcher, que effectivement, aujourd'hui, nous vivons une crise politique profonde. Mais la vérité, c'est que cette crise politique ne se résoudra pas par une coalition entre la droite et Emmanuel Macron. Jamais. Jamais. Jamais, Benjamin Duhamel. 13h59, 2 juin, on ressortira les bandes si... Ça fait combien de temps qu'Emmanuel Macron a été élu? 2017. Ça fait donc 7 ans. Ça fait 7 ans que les gens qui sont aujourd'hui au sein de cette famille politique auraient pu basculer. Certains l'ont fait d'ailleurs. Ils sont partis. Ceux qui ont choisi l'opportunisme, ils ont été du côté du pouvoir. Ceux qui sont restés, au contraire, sont ceux qui sont constants, fidèles, loyaux et qui savent que le devoir de cette famille politique, c'est de rester dans l'opposition à Emmanuel Macron pour pouvoir reconstruire demain un débat démocratique qui soit digne de ce nom et rendre à la France l'espérance dont elle a besoin. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été le dernier à passer ce grand oral. Et bravo parce que ça a été quand même rude d'enchaîner tous les candidats.